Samuel, en préparant cette émission, tu m'as dit qu'une question qui revenait sans cesse dans le chat, c'était: «Est-ce que tu peux nous donner un média neutre?» Alors là, je vais poser la question à Justine, parce qu'on en a parlé un petit peu avant. La question de la neutralité. Donc toi, comment tu l'enseignes à tes élèves? Parce que donc tu donnes des cours à l'ESJ. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est pas un mythe, cette neutralité? Totalement. La neutralité, en fait, c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez des personnes qui veulent devenir journalistes, chez des gens qui sont pas aussi, journalistes, qui vont dire: «Bah oui, ce journaliste n'est pas neutre». Mais en fait, personne n'est neutre. C'est quelque chose, qui touche, en fait, tous les secteurs. Un historien n'est pas neutre, un journaliste n'est pas neutre, on a tous des biais. Par exemple, moi, je viens, de banlieue, j'ai été, toute ma vie, à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que je vais traiter de la même manière, les sujets autour des banlieues? Bien sûr que non. Est-ce que je vais avoir les mêmes idées de sujet, que quelqu'un qui est né dans le 16e arrondissement? Probablement que non. Et c'est pas grave du moment, en fait, que je travaille avec éthique et aussi que j'essaye d'avoir le plus d'impartialité possible. C'est-à-dire que, bah, il y a un sujet sur les banlieues et ben, je vais essayer de distribuer la parole correctement. Je vais pas parler qu'à un seul partie du sujet, mais à tout le monde pour qu'à la fin, en fait, le public puisse se dire: «OK, je pense que, j'ai eu tout le monde, dans le reportage pour qu'on puisse un peu, comprendre ce qu'il en est et ce que chacun pense». Donc évidemment, la neutralité, ça n'existe pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est la vraie question, c'est plus si c'est un mythe ou une réalité, mais c'est plutôt si est-ce que ça doit rester un idéal journalistique? Et je pense qu'on voit de plus en plus des courants différents, en tout cas avec notamment, les créateurs de contenu et les influenceurs. Il y en a quand même pas mal aussi des journalistes qui décident d'aller vers les réseaux sociaux en disant: «Mais moi, la neutralité, journalistique ou en tout cas cet idéal-là, ça me correspond pas parce que de toute façon, c'est impossible et donc je pense que c'est mieux que j'aille et que je sois transparent et que je fasse plus un journalisme engagé, un journalisme d'opinion». Parce que de toute façon, je ne vais pas arriver à être neutre. Mais de l'autre, et il y a encore quand même, des journalistes qui restent sur cette idée que non, bien sûr, et ce qu'il nous faut avant tout, c'est que les gens se forgent une opinion eux-mêmes et que pour ça, il nous faut des faits, des faits, des faits et que ça reste la base du journalisme, même si, ces faits vont être apportés avec une certaine forme de subjectivité. Mais comme tu le disais, il y a aussi, une transparence sur le fait de qui on est, vis-à-vis de comment on rapporte ces faits. Et puis tu as même des journalistes, en fait, qui assument complètement qu'au bout d'un certain temps, en fait, ils sont pas neutres et c'est normal. Inès Léraud qui a fait une enquête sur les algues vertes. Au bout d'un moment, quand tu enquêtes aussi longtemps sur un sujet, donc pour rappel, les algues vertes, c'était, vraiment un phénomène qui a pollué pendant de nombreuses années, les plages bretonnes, qui a amené quand même à, des morts au niveau des animaux, un jogger, qui faisait son jogging régulièrement au niveau des algues vertes et du coup, bon, bah, voilà, ça a mené à ça et c'était à cause de l'industrie, de porc agroalimentaire, bretonne et en fait, évidemment, au bout de tant d'années, elle a dit: je peux pas être neutre sur ce sujet». Évidemment que c'est à cause, du coup, de la région bretonne, qui, protégeait, du coup, ces industries-là, à cause, des agro-industriels, ainsi de suite et du moment que c'est assumé et que c'est: «Bah, en fait, moi, ce sujet-là, je suis pas neutre et en fait, j'ai mon opinion et pour autant, je fais un travail de journaliste», ça me J'ai va. une question à te poser, Justine, du coup, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que des journalistes, donc ceux qui décident de rester neutres, en tout cas rapporter les faits, du fait qu'ils puissent avoir aussi leurs propres réseaux sociaux? Et comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'en fait, on parle beaucoup des créateurs de contenu, mais il y a aussi maintenant plein de journalistes qui ont enfin moi j'ai du mal à me faire une opinion. Je sais qu'il y a des rédactions qui vont, dire que c'est pas possible parce que c'est pas compatible avec la neutralité journalistique et d'autres qui vont dire au contraire, ça va permettre de gagner de l'audimat. Je me demandais ce que toi t'enseignes, ce que tu en Alors penses? le souci, c'est qu'en fait, sur nos réseaux sociaux, on identifie notre média. Donc c'est-à-dire que ça n'engage pas que nous, ça engage aussi ceux avec qui on travaille et c'est ça qui fait aussi que tu as certains journalistes, surtout aux US, aux États-Unis, qui ont été licenciés pour, par exemple, s'être pas mal trop engagés dans, les élections américaines. Hem En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend pour qui tu travailles. Mieux vaut, en fait, en parler très clairement. Quand je travaillais pour Vice France, ben, ils connaissaient très bien mon avis sur tel ou tel sujet, politique et puis voilà. Mais, quand tu travailles pour un média, un petit peu plus gros, type Le Monde et ben, ils vont peut-être pas apprécier que tu postes, en faveur de quelque chose plutôt qu'autre chose. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, tout dépend pour qui tu travailles, mais c'est surtout qu'en fait, tu sais que sur ton compte, c'est pas un compte personnel, c'est un compte en tant que journaliste et c'est surtout que tu t'identifies et un autre média. Donc à ce moment-là, si tu commences à sortir des aberrations, je pense par exemple il y a quelques années, à une pauvre influenceuse qui faisait, des recettes,
qui s'appelait Échelon 7 et des recettes de cuisine pour les boursiers. Et en fait, elle a été interviewée par BFM TV et il s'avérait qu'elle était voilée. Et que tu as une journaliste du Figaro qui retweet cette interview en disant juste 11 septembre. Et le Figaro qui défend du coup cette journaliste. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste dire c'est mon réseau personnel. Non, parce que t'es journaliste et en plus t'as identifié ton média sur ton réseau. Donc pour moi, il faut quand même faire un minimum attention à ce que tu postes et il faut être en adéquation avec le média pour lequel tu travailles. Merci Justine. On va peut-être passer à la deuxième partie. Là, on était assez long sur la première. Donc, on va parler des usages. On va rester sur toi. En fait, quel est le réseau où tu vas faire le plus d'audience? Et donc là, tu as quitté, avais une chance assez rare dans le milieu, un CDI dans un média établi qui s'appelle Slate. Tu as décidé de quitter Slate et de te lancer aux côtés de Charles Villa et de te lancer sur YouTube notamment. Alors, pourquoi cette plateforme? Bah, en fait, du coup, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis un peu dans le milieu YouTube, où j'ai commencé à travailler à la fin de Vice pour Simon Puech. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait. On rappelle peut-être qui est Simon Puech. Simon Puech qui, du coup, est youtubeur et qui a à peu près, je sais pas, 700 000 abonnés et qui parle de sujets un peu d'actu et qui a fait ce choix, comme de nombreux youtubeurs, de contacter des journalistes pour avoir en fait une aide en termes d'écriture, en termes de vérification d'infos. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise vraiment à apprécier le contenu YouTube que je consommais déjà en fait et que je trouvais ça super intéressant en fait qu'il y ait des youtubeurs qui se disent ok, bah j'ai peut-être un peu trop d'abonnés et moi j'ai peut-être pas le temps pour vérifier les infos, comme par exemple Squeezie pour lequel je me suis mise à travailler, qui a déjà eu pas mal d'histoires, notamment en 2019 avec une vidéo sur l'Égypte où justement il s'était fait avoir par un docu-fiction où il donnait du coup des fausses informations dans sa vidéo. À partir de ce moment-là, il s'est dit bah va peut-être falloir que je travaille aussi avec des journalistes ou au moins des auteurs qui peuvent prendre ce travail de vérification que moi j'ai plus le temps d'avoir parce que j'ai trop de travail à côté. Donc là, en fait, je me suis posé la question du où est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie de travailler pour un média un peu plus traditionnel ou m'adresser à un public un petit peu plus habitué à des sujets divers et variés, à une liberté de ton que tu n'as pas forcément sur les médias traditionnels. Et c'est pour ça que là, je me lance avec Charles et qu'en effet, je quitte un CDI qui est très rare dans le journalisme parce que c'est un sujet qui m'excite, parce que aujourd'hui, tu as plus de liberté de sujet aussi, tout simplement, plus de possibilités de faire des sujets longs, contrairement à ce qu'on pourrait dire. En fait, les jeunes consomment aussi du long, la preuve, hein, des lives qui sont extrêmement longs. Et c'est ça que j'ai envie de faire. En fait, moi, j'ai pas envie de me restreindre à un sujet de 1 minute 20 à la radio, même si je fais pas de la radio. Ou un sujet télé comme quand je bossais au JT Télé qui était de 1 minute 30 où il y a des gens ici, ils le font très bien, mais moi, ça me frustre. Tu as ressenti la même frustration, Samuel? Bah, quand je ne connaissais pas autre chose, non, forcément. Mais c'est vrai que moi, je suis devenu accro aux médias Twitch pour plein de raisons qui sont absentes des médias traditionnels. D'abord, moi, pendant 30 ans, j'ai émis des infos de façon verticale vers un public qui ne réagissait pas, qui ne pouvait pas réagir. Lecteurs, auditeurs, téléspectateurs qui parfois m'écrivaient ou m'envoyaient un mail, mais c'est à la marge. Là, quand on émet sur Twitch, même sur YouTube, avec les commentaires, un produit ou une information, vous avez à l'instant T plein de réactions qui mettent en question la qualité de votre travail ou qui vous challenge ou qui vous donnent des idées. Donc il y a cette interactivité, il y a la liberté. Hein. Quand vous avez une idée de projet en télévision, ben, il faut convaincre des gens, un producteur, une direction, une équipe. Ça dure parfois des semaines, des mois, des années. Parfois, il ne se passe rien. Quand vous êtes créateur de contenu, vous avez une idée le matin, elle peut être le soir sur votre chaîne. Ça, c'est vertigineux. Donc, vous avez interactivité, liberté. Donc, aujourd'hui, moi, je ne me pose pas la question parce que je suis très attaché à la question pour un champion, par exemple. Mais si je devais choisir entre ces deux univers aujourd'hui, si on me sommait de choisir entre les médias traditionnels et mon activité de créateur de contenu, je choisirais sans doute celle de créateur de contenu. Alors, on a une question qui n'est pas bête. Le fait de... C'est sympa pour son auteur. Ah oui, parce que... Question bête peut-être. Voilà, parce qu'il dit question bête peut-être, Nicolas. Donc, est-ce que quand on donne une source, par exemple les créateurs de contenu donnent des sources dans leurs vidéos, en dessous de leurs vidéos, est-ce qu'il peut aller nous-mêmes aussi analyser, pour aller analyser les sources données, parce qu'il peut reprendre la source de manière qu'on considérait erronée?
Pas forcément. Alors, vous n'êtes pas obligé. Si ça a piqué votre curiosité, oui. Ça sert à ça d'ailleurs de mettre les sources dans la description de la vidéo. C'est parce que quand on fait des vidéos, c'est qu'on a envie de piquer votre curiosité et de vous donner envie de vous intéresser à un sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir les sources. Vous n'êtes pas obligé de faire un travail de vérification de l'ensemble des propos, de l'ensemble des vidéos YouTube que vous regardez. Mais le simple fait qu'un vidéaste fasse l'effort de mettre ses sources est déjà une indication de sérieux. Exactement, c'est une preuve. C'est une preuve de sérieux. Voilà, ça mérite d'aller effectivement un peu plus loin si vous avez le temps, si c'est votre truc, mais c'est déjà pas mal. C'est un peu l'équivalent d'une bibliographie à la fin d'un livre. Si on a envie de creuser, on y va, sinon c'est pas grave. D'ailleurs, Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, a fait de plus en plus d'enquêtes vidéo et met un lien avec toutes les sources dans un document partagé. Donc, alors, peut-être on va répondre aux questions, enfin, les réponses du sondage, excusez-moi. Donc, c'était les critères de crédibilité d'un créateur de contenu. Donc, 63% les sources, 25% son incarnation, 8% autres que nous avons rajouté à la demande du chat, 3% la plateforme et le format et 0% son audience. Mais ça, la question, c'était est-ce que les utilisateurs, c'est pas les créateurs de contenu eux-mêmes, comment ils crédibilisent leur information, c'est comment eux, l'audience juge les créateurs de contenu par rapport à quoi? Bon, c'est ça. Ok. Comment, qu'est-ce qui les rend crédibles à leurs autres? Ok. Le résultat est plutôt rassurant. Le fait que l'audience n'est pas un critère de qualité, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est rassurant de voir qu'ils regardent quelles sont leurs sources. Mais ce qu'on voit, ce qui est vraiment important, en tout cas dans plein de sondages, c'est le rapport personnel qu'aujourd'hui les jeunes font. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas que les jeunes, je pense que c'est plutôt global. Donc, les gens ont de moins en moins confiance dans les institutions, mais de plus en plus dans les personnes. Ils ont besoin de créer un rapport personnel avec la personne pour faire confiance dans l'information qui est donnée. Et là, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est combien les personnes qui croient dans la personne? C'est 30%, c'est ça? À son incarnation, c'est 25%. Ah ouais, c'est pas que ça. Mais c'est important quand même. Alors, on a parlé de l'interactivité, du face-à-face permanent, mais aussi, il faut se mettre dans... En fait, un des problèmes avec les journalistes, en tout cas ce qui remonte, c'est que on se met en position de sachant. Alors, Jean, toi, tu te mets à peu près à égalité, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est effectivement une question de posture, mais ça dépend du dispositif éditorial qu'on a. Il n'y a pas de problème à ce que les journalistes se mettent dans une position de sachant dès lors qu'ils délivrent du savoir à des gens qui ne l'ont pas encore. Moi, je suis un vulgarisateur, c'est-à-dire que ma posture à moi n'est pas celle de l'enseignant, n'est pas celle du journaliste. Ma posture à moi, c'est celle du bon copain qui s'y connaît un peu dans le domaine de la politique et qui va te filer 2-3 tuyaux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça s'arrête là. Donc, tout mon dispositif, effectivement, repose sur une complicité avec le public. On se tutoie, on est amis, on est complices. Et c'est ma manière à moi, en tout cas, c'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée de faire passer de l'information d'éducation populaire sur la question politique. Mais voilà, c'est pas une posture et une pratique que je conseillerais à tout le monde pour tous les sujets et pour toutes les démarches. En tout cas, chez toi, il y a un fort sentiment de communauté et Ouais. je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais dans ton émission, le public, c'est des abonnés qui ont choisi d'être là, contrairement, par exemple, quand tu vas sur Quotidien ou c'est des sociétés qui font appel à des gens au hasard. Alors, tu fais référence au public sur le plateau. Sur le plateau de la Effectivement, il y a ouais. plusieurs dizaines de membres de ma communauté qui, chaque semaine, viennent assister à l'émission depuis le public et qui payent même d'ailleurs pour venir. Enfin, ils participent au financement de l'émission pour venir assister au public. Et oui, effectivement, il y a un faux semblant que j'ai jamais aimé dans les émissions télé. Avec le public des émissions télé, que j'ai toujours trouvé... j'ai pas le bon mot, mais... Je trouvais que ça jurait, je trouvais que ça marchait pas. Ça se voyait que les gens étaient castés sur leur visage. C'est des très jolies filles qui sont juste derrière le présentateur ou juste derrière l'invité. On sait que ce sont des entreprises effectivement de cast qui composent une grande partie du public, pas tout, mais une grande partie du public à la télévision. Et en plus de ça, il y a le phénomène absolument atroce des chauffeurs de salle qui retirent tout ce qu'il peut y avoir de spontané dans un public. Alors que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité. C'est l'ADN de Twitch, elle est dans la spontanéité, dans on verra bien ce qui se passera. Et je me bats même contre mes techniciens en leur disant que s'il y a des problèmes techniques, ça fait partie de l'émission. Et que c'est OK, et qu'en vrai, c'est très drôle.
et c'est pas grave et on surmonte les problèmes techniques avec beaucoup d'humour. Et ben voilà, c'est cette espèce de patte un petit peu particulière qui crée la proximité et qui fait que, au tout début, je ne voulais pas de public en plateau. Je trouvais que ça faisait trop télé, mais j'ai été assez vite convaincu de l'énergie que ça peut donner, à la seule condition que ce soit des gens de ma communauté et pas des inconnus. D'accord. Et toi, Samuel, toi, ton public, tu le soignes notamment en faisant ce qu'on appelle la co-construction d'une info. Ah oui, oui. Que tu peux en parler un peu plus? En fait, le matin, moi, je lis pendant 3 heures les journaux, puis après, j'arrive sur ma revue de presse, je dis voilà ce qui a retenu mon attention, moi. Mais d'abord, il y a des informations dont je vais me saisir parce que mon chat me dit ah, bah, tu parles pas de ça. Et je leur dis ben non, ça m'a pas trop intéressé, mais si vous posez la question, on peut peut-être fouiller. Et en fait, il y a une partie de ma revue de presse en fait, qui vient d'informations qu'on me propose finalement, en disant bah oui, j'ai vu des articles là-dessus, mais ça m'a pas trop hypé, mais ok, allons-y quoi. Et on va chercher des articles et après. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que moi je propose des infos, puis il y a des gens qui vont me dire ah bah moi sur le sujet dont tu parles, j'ai vu des infos dont tu parles pas, qui viennent éclairer le sujet d'une autre manière, et va voir, et je vais voir, je dis ah bah oui, c'est intéressant effectivement. Et donc on co-construit en fait. Alors j'ai baptisé ça l'info augmentée. Je m'explique. Quand j'évoque une question sur le nucléaire en France, dans mon chat, j'ai des ingénieurs en nucléaire. Quand je parle d'éducation, j'ai des profs C'est vrai. dans mon chat. Quand parle de chômage, j'ai des chômeurs. Il y a des gens qui connaissent très bien ce sujet et mieux que moi. Et mieux parfois que les journalistes qui sont des journalistes généralistes en fait. Donc qui sont obligés de s'intéresser à plein de choses et qui le gars qui a écrit un article sur le nucléaire, il a peut-être une fibre scientifique, mais c'est peut-être pas le plus grand journaliste spécialiste du nucléaire en France. Et dans le chat, j'ai des spécialistes du nucléaire, des spécialistes de plein de choses, de l'OM. Voilà. Et ces passionnés vont venir me dire ah, ce que tu viens de dire ou ce que le journaliste du Monde, du Figaro, de Libération vient de rapporter, c'est pas tout à fait juste. Voilà, moi, je t'envoie une info, je t'envoie une source, et on va voir. On est sur Twitch, on a le temps. Donc, on n'a pas 10 minutes, on a 3 heures, 4 heures. Et on va voir, et à un moment, je vais te dire, bah, tu as raison. Cette information, elle n'était pas assez précise, ou ce que je viens de dire, c'était erroné. Et il m'arrive assez souvent de dire, bah, écoutez, mon analyse, celle que je vous ai proposée, parce que je sépare bien les choses, je dis, voici, par exemple, récemment, on a parlé de ce qui est passé à Amsterdam, Ouais. avec les incidents, les violences à Amsterdam. Là. Je dis, alors, essayons d'abord de voir les faits. Je sépare les choses. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous dit, par exemple, il y avait un article du Monde et de Libération, qu'est-ce que nous disent Libération et Le Monde sur ce qui s'est passé à Amsterdam? Essayons de comprendre ce qui s'est passé, notamment sur 2 journées, sur 2 soirées. Voilà. Donc, à un moment, on s'est dit, bon, bah, voilà, les faits semblent établis. Qu'est-ce que maintenant on peut en dire? Donc, je fais toujours ce basculement. Les faits, essayons d'être le plus objectif, le plus neutre possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, l'analyse, et maintenant, ça, c'est mon sentiment, mon opinion de Samuel Etienne, qui parle de son endroit, avec sa culture, son histoire. Voilà. Je sépare les choses. Et après, donc, ça fait une deuxième couche. Et après, il y a les viewers qui vont m'apporter ou leur analyse, ou leur opinion, beaucoup, ou leurs infos. Voilà. Et là, on arrive, et on arrive à un résultat supérieur à l'info que j'ai émise de prime abord, qui pourtant me semblait être une info de qualité, puisque pour moi, comme je le dis souvent, la presse quotidienne nationale en France est une presse de qualité. Donc je suis content de ce résultat. Cette co-construction permet d'arriver collectivement à une information de meilleure qualité que celle que j'émets à l'origine. Quand on a goûté à ça en tant que journaliste, mais c'est totalement addictif, quoi, parce que on a les mains dans la matière, quoi. Et on se remet en question. Je me suis jamais posé autant de questions sur ma façon d'informer que depuis que je suis streamer, puisqu'en fait, je suis questionné sur ce sujet. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Mais quelle est ta source? Et qu'est-ce qui te permet de dire ça? Et souvent, je me retrouve à me dire, mais je me suis trompé. Et il y a des sujets sur lesquels j'évolue. C'est cette communauté plus jeune que moi, sur des questions comme les rapports hommes-femmes, sur la question de la transidentité, sur la question de l'environnement, des questions que moi, homme de 50 ans, je ne me posais pas forcément dans les mêmes termes longtemps. Eh bien, j'ai confronté un public plus jeune, avec d'autres grilles de lecture que moi et d'autres valeurs. Ben, j'ai évolué. Il y a des sujets sur lesquels j'ai évolué en me posant des questions que je ne me posais pas avant, quoi. Alors, ça, c'est formidable. On a une petite réaction sur les sources. Ouais. De Defacator officiel. Donc sur sa chaîne, lui, il constate que les gens vont voir les sources puisqu'on en discute dans les commentaires ou sur Twitch. Et d'ailleurs, il y a récemment eu un influenceur célèbre qui a fait une vidéo climato-sceptique dans laquelle il y avait du soi-disant un document de source. Et quand on ouvrait, le document ne contenait que des insultes à l'endroit de ceux qui vont voir les sources. Ce qui a fait parler, c'est bien la preuve qu'il y a des gens qui vont voir. Voilà. Donc, Oui, tout le monde ne va pas voir. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde ne va pas voir les sources ou la bibliographie d'un livre, mais le fait que ça existe,
Quand on regarde un article de presse tel qu'il est construit, le journaliste, il cite ses sources. Il dit tel ministre a dit ceci, tel porte-parole du GIEC a dit cela, telle source du gouvernement parce qu'elle n'a pas voulu s'exprimer de façon... L'importance des guillemets, voilà, c'est une citation prêtée, voilà. c'est pas nous qui le disons, c'est lui. Ouais. Et puis l'importance de rappeler peut-être aussi que tout le monde peut se tromper. Et que donc il y a des erreurs aussi. Et je pense que c'est le propre du travail de journaliste aussi, d'être capable de reconnaître ces erreurs. C'est une activité humaine, donc faillible. On y met son cœur, on y met son expertise, sa rigueur. Mais souvent on me dit ah mais il s'est trompé. Je dis bah oui, un boulanger ça lui arrive de rater une fournée, un médecin d'avoir un diagnostic approximatif. Enfin c'est plus grave. Mais enfin bon, on est tous d'accord que on connaît tous l'expérience d'aller chez le médecin puis c'est pas bien alors qu'il y a bien quelque chose. Donc c'est une science approximative la médecine. Donc le journaliste il est faillible, il est humain, il fait je l'espère de ceux que j'ai eu la chance de croiser dans ma carrière du mieux qu'il peut. Mais c'est un travail humain et faillible et effectivement il est questionnable. Moi je trouve que cette révolution on l'appelle comme on veut, numérique, nouveaux médias, elle est formidable parce qu'elle met notre public à portée Questionner. d'interpellation, à portée de baffe, je dis aussi. Non, notre travail, il est questionné comme jamais il a été questionné. Et si on veut être un peu optimiste, ça c'est une incroyable source d'amélioration de la qualité de l'information, parce qu'en fait, ça nous force à nous remettre en question en permanence, d'avoir un public qui me dit, moi, tous les jours, Samuel, là, t'as pas été rigoureux. Samuel, là, c'est bien ton opinion, mais moi, je la questionne, ton opinion. Et je suis assez fier de ça, d'avoir créé une communauté diverse, de gens qui sont pas d'accord entre eux. Moi, j'ai des gens qui sont de toute sensibilité politique dans mon chat, et des gens qui sont vraiment pas d'accord sur l'analyse de l'actualité, mais qui arrivent à en parler, à s'opposer non pas des noms d'oiseaux, mais des arguments. Là, j'ai essayé de créer ce cadre, avec l'aide de la modération, bien sûr, sans les mots d'eau, rien de tout ça serait possible. Mais je suis content de ce cadre où toutes les sensibilités, en tout cas légales, peuvent s'entendre. Hein. Et les gens se parlent, arrivent à se parler, non pas pour se convaincre, mais pour exprimer leurs différences et faire réfléchir tout un chacun. Quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure, pardon, donc juste, excusez-moi. Donc, on n'a pas parlé des exigences des plateformes. Donc, certes, il y a les contraintes des marques, mais aussi les contraintes des plateformes qui sont en fait les véritables rédacteurs en chef des créateurs de contenu pour certains. On est obligé d'obéir à certaines règles des plateformes si on ne veut pas voir que son contenu être invisibilisé. Tu n'es pas d'accord, non? Non, il y a une grosse différence entre être contraint par des règles d'usage de plateforme et le fait que les plateformes soient les rédacteurs en chef du contenu que tu proposes. Les plateformes ne t'imposent absolument aucun sujet, aucune hiérarchie de l'information, etc. Il y a des règles d'utilisation des plateformes qui sont les règles d'utilisation de n'importe quel site internet ou n'importe quel espace de discussion en ligne. Je dis ça d'autant plus que la plupart des plateformes qu'on utilise sont des plateformes américaines qui sont gorgées d'une culture du limited state, donc qui sont pas très extensives dans ce qu'elles vont interdire, qui essaient d'être plutôt limitées. Il y a même beaucoup de gens qui militent pour qu'elles aient un peu plus de modération que ce qu'elles ont. Et ensuite, tu as effectivement des règles, mais qui celles-là sont des règles commerciales, d'offre et de demande, du fait que ton contenu va être invisibilisé s'il n'est pas ad-friendly, comme on dit, s'il n'est pas susceptible d'accueillir des publicités qui rapporteront de l'argent à la plateforme. Donc ça, c'est un enjeu qui n'est pas propre aux plateformes. C'est un enjeu qui peut être propre à d'autres médias, y compris plus traditionnels, avec leur régie publicitaire, qui doivent bien faire entrer de l'argent à un moment. Donc Moi, je suis pas voilà. d'accord. T'es pas d'accord? Non. Parce que, alors peut-être c'est toi, ton expérience en France, etc. Mais en préparant notre cours pour les influenceurs, on s'est réunis à Austin avec plusieurs créateurs de contenu aux États-Unis. On a discuté avec eux pendant une journée de leurs défis, etc. Et ce qui était intéressant, c'était une réaction de Dylan Page, qui est considéré comme le numéro 1 de l'information sur TikTok. Et quand on lui demandait, toi, c'est qui who is your boss, c'est qui ton chef, il dit AI, c'est l'intelligence artificielle, mon chef. C'est lui qui décide de ce que je vais faire, parce que dès le début, pour avoir du succès sur TikTok, j'ai dû tester l'algorithme, etc. Et en fait, je suis d'accord avec toi, c'est pas la plateforme qui décide quelle information quel choix dans l'information, mais c'est pas vrai. La plateforme va hiérarchiser
les infos qu'on reçoit, celles qu'on va voir. La plateforme aussi va faire beaucoup de ce qu'on pourrait dire, on dit de la curation, je sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, une forme quelque part aussi de censure. Il y a certains sujets qui vont pas pouvoir aller en ligne, tout simplement parce qu'ils fonctionnent avec l'intelligence artificielle et que les mots-clés suppriment des sujets d'intérêt général qui vont pas être en ligne. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de discussions, notamment sur l'utilisation du mot viol et que beaucoup pour le compte tourné vont utiliser la pastille violette. Et donc clairement, ça c'est un peu une forme pour les plateformes d'intervenir dans les choix, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas vouloir prendre le risque d'avoir un contenu qui est supprimé, de passer des heures à créer un contenu, une information en ligne, et de prendre le risque que ce contenu soit invisibilisé ou même supprimé de la plateforme. Et notamment aussi dans plein de pays dans lesquels on travaille en dehors de l'Europe. Par exemple, juste l'utilisation du mot génocide dans un reportage, et c'est quelque chose qui va pas uniquement toucher d'ailleurs les créateurs de contenu, mais aussi les journalistes, va faire que le contenu va être supprimé. Parce que la plateforme ne veut pas prendre le risque de créer une incitation à la haine, etc. Donc, plein de sujets d'intérêt public qui vont être supprimés et qui vont passer aux oubliettes, entre guillemets. Et ouais, il y a une sorte de forme d'autocensure parce que quand j'étais encore chez Slate il y a encore peu de temps, on avait fait un sujet où on a été le mot génocide en parlant de Gaza. On s'est fait strike, shadowban. On a essayé pendant des mois. Peut-être expliquer ce que c'est strike et shadow. Oui, en fait, en gros, tout simplement, c'est les mots plus ou moins interdits définis selon TikTok. Et en gros, du coup, bah, toutes nos vidéos, après, étaient complètement invisibilisées, que ce soit dans les pour-toi que de la part de nos abonnés. Donc, on faisait 10 vues alors qu'on avait un certain nombre d'abonnés. Donc, au bout d'un moment, tu essayes. On a même essayé de contacter TikTok pour débloquer ça. Ça n'a pas marché. On est obligé de refaire un compte, carrément. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'après, sur TikTok, soit tu fais le choix de parler de certains sujets, mais du coup, tu vas essayer d'utiliser en effet des pastilles ou d'utiliser sinon des hashtags différents, ce genre de choses, selon les mots que tu veux employer. Soit, du coup, tu dis, bon, bah, certains sujets sensibles, on les aborde pas du tout sur TikTok, ce qui est dommage. Alors que c'est vraiment ces sujets-là aussi que les journalistes auraient besoin de présenter et de pouvoir discuter. C'est là où, en matière d'information, les gens, tu me corriges si je dis une bêtise, pour moi, Twitch a un grand avantage sur YouTube, par exemple, ou TikTok, où l'algorithme fait beaucoup. Twitch Là, c'est assez peu algorithmé. est peu algorithmé, c'est un contenu en direct. Alors, c'est compliqué qu'un algorithme pousse ou mette en avant ou en arrière un contenu en direct dont on ne connaît pas à l'avance le contenu. Et je trouve que pour le coup, pour le faire de l'information, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a une vraie liberté quant au choix des mots, puisque le contrôle a priori, il est impossible, puisque l'algorithme ne sait pas encore ce qu'on va dire, et a posteriori, c'est trop tard, le live, il est fait. Donc je trouve que Twitch, pour le coup, pour l'information, est un outil... Non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, je connaissais pas forcément bien Twitch. Et en effet, je pense que vous êtes vraiment à part par rapport à ce que vont, par exemple, subir, entre guillemets, les journalistes ou les créateurs de contenu qui publient sur les réseaux sociaux. Et ouais, alors là, c'est pareil. Les réseaux sociaux, ça a toujours été un mot avec lequel j'ai toujours eu du mal parce qu'on met pêle-mêle Meta, et encore dans Meta, il y a Facebook et il y a Insta. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a Threads aussi maintenant. On met Twitter, et la plupart du temps, en fait, on veut parler de Twitter quand on dit les réseaux sociaux. Et de plus en plus TikTok. YouTube est-il un réseau social? Déjà, c'est une première question. Et Twitch est-il un réseau social? Pour un milliard de raisons, non, Twitch n'est pas un réseau social. C'est une plateforme de diffusion, c'est une plateforme d'interaction, c'est une plateforme de streaming, mais c'est pas tout à fait la même chose que TikTok. Mais je suis d'accord. Et en fait, ce qu'on a vu là par rapport à ce problème du rôle des plateformes et qui sont un peu comme des nouveaux, qui peuvent agir comme éditeurs, enfin choisir un peu quelle information va être priorisée. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, il y a quand même eu l'adoption de plusieurs régulations, et notamment le DSA et le European Media l'Acte pour la liberté des médias, Media Freedom Act, qui vise à vraiment protéger les contenus du coup journalistiques sur les plateformes. Ça, c'était quand même l'objectif parce que c'est quelque chose qui a remonté de beaucoup de médias qui disaient attendez, c'est pas possible. Par exemple, il y avait eu cette première histoire où c'était une couverture d'un magazine, d'un journal qui avait été publié sur Meta, et donc là, bien sûr, c'est pas la même chose. Tous les réseaux ne sont pas gérés de la même manière, et qui avait été supprimé. Et le journal en question en Suède avait dit mais
qui décide ici? Nous, on a une rédaction, on a décidé, on a une ligne éditoriale. C'est pourquoi est-ce que la plateforme peut supprimer ce genre de couverture? On a une petite question de Cyril. À partir du moment où il y a de l'interaction, on peut parler de réseau social, non? Si tu veux, mais à ce moment-là, les commentaires du Figaro.fr, c'est un réseau Mais social. oui, c'est ça. Donc, je Tu vas te veux dire, d'accord avec Jean. En fait, ça ne suffit pas à définir réseau social. Réseau social, c'est un outil de création de liens. Alors oui, dans une communauté, celle de Jean est très forte, par exemple. Bah oui, ça forme communauté, ça forme réseau. C'est un aspect du travail de Jean, de créer une communauté qui a plaisir à se retrouver ensemble pour parler d'actualité. Mais c'est qu'une partie de ça. Donc, qualifier Twitch de réseau social, non, puisque la fonction première de Twitch, c'est de la création de contenu en direct et sur laquelle se forme de l'échange, de l'interactivité et une communauté. Alors, on va peut-être aborder la troisième partie parce qu'on approche de la fin du live. Et on va penser à l'avenir. Et donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais des collaborations entre journalistes et créateurs de contenu. Donc, peut-être, Adeline, tu veux peut-être développer ce que toi, tu as fait avec les créateurs de contenu et les journalistes. Et surtout, qu'est-ce que gagnerait l'information avec ces collaborations? Alors nous, on a fait une expérience super intéressante c'était en mai de cette année. Suite à cette première réunion qu'on avait fait à Austin avec des créateurs de contenu, on a organisé une salle de rédaction pour la première fois quand on fait des conférences internationales comme la conférence pour la Journée mondiale pour la liberté d'expression, qui cette année était sur la question climatique et le rôle des médias pour couvrir la question climatique. On amène souvent des jeunes journalistes pour couvrir cette conférence. Et là, pour la première fois, on a décidé de ramener aussi des créateurs de contenu et de les faire travailler ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. C'était un peu une expérience pour nous, là, dans la création notamment de notre cours. Et c'était assez intéressant parce qu'on les a mis ensemble pendant plusieurs journées. On les a fait travailler ensemble et on les a fait travailler en groupe. Donc, dans chaque groupe, il y avait plusieurs créateurs de contenu, plusieurs journalistes. Et tous devaient au moins suivre le même travail éditorial. C'est-à-dire que dans chaque groupe, l'article devait être revu par un rédac-chef. Il devait décider de la ligne. Ensuite, il y avait aussi des fact-checkers. Et puis après, il y avait aussi les créateurs de contenu qui décidaient un peu plus du format choisi pour diffuser ces contenus. Et alors, les premiers jours, les retours étaient dramatiques. Les journalistes, les journalistes venaient nous voir en disant: «Oh là là, mais les créateurs de contenu, c'est impossible de travailler avec eux. Ils ont le melon, ils ne pensent qu'à se prendre en photo, à faire des selfies, etc.» C'était un peu caricatural, mais c'était la réaction des jeunes journalistes. Et à l'inverse, il y avait des créateurs de contenu qui venaient nous voir en nous disant, mais alors encore une fois, c'était pas des Français, c'était global, on avait des gens du monde entier. Et des créateurs de contenu, ils disaient, mais on comprend pas ce qu'ils nous demandent, les journalistes, ils nous demandent nos sources, mais de quoi ils nous parlent, c'est quoi ces sources, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a passé un peu de temps aussi à faire de la formation pour qu'ils soient un peu tous sur à la même page, on va dire. Et le résultat était vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'à la fin des 3 jours, je pense que des 2 côtés, ils ont vraiment vu l'intérêt à travailler ensemble, de produire, que ce soit chez les créateurs de contenu, produire une information de qualité, produire une information sourcée, une information vérifiée. Et de l'autre, les journalistes ont vu l'intérêt de travailler avec des personnes qui sont capables de vulgariser, de produire des contenus un peu fun. Et nous, pour la première fois, on avait, alors que d'habitude, on a souvent que des articles qui sont publiés dans notre newsroom. Là, on avait pour la première fois des contenus vidéo, des contenus courts, des contenus sur les réseaux sociaux, etc., qui ont eu d'ailleurs beaucoup de vues. Donc, je pense qu'on a pu, avec cette expérience, se dire que ça marche. Et entre eux, après, ils sont maintenant encore toujours en contact. Ils ont fait plein de collabs, etc., pour continuer à travailler ensemble. Et donc, c'était aussi l'idée là de notre cours qu'on est en train de lancer. Donc, c'est un cours qu'on est en train de lancer qui va démarrer le 18 novembre, qu'on a développé avec l'université d'Austin au Texas, et qui est un cours qui va être disponible dans plusieurs langues. Et l'idée, c'est de créer déjà, c'est de répondre à tout ce que j'ai mentionné plus tôt, cette étude qu'on a fait sur les créateurs de contenu et les défis qui sont posés, parce qu'il y en a quand même nombreux. Quand on leur a posé la question, en dehors de la question de la véracité des sources, 1/3 des créateurs de contenu mentionne ne pas avoir de connaissances, enfin non, 1/3 seulement, mentionne avoir des connaissances sur les standards internationaux de la liberté d'expression. Quand on leur parle de diffamation, quand on parle de sources, ce qu'on disait, de protection des sources, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors qu'en fait, il y a quand même une forme de responsabilité quand on est
mais aussi en ligne et quand on dit la liberté d'expression. Il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont les cibles de beaucoup de discours de haine et qui, plus d'un tiers en fait, sont quotidiennement cibles de ces discours. Et parmi ceux-là, ils sont seulement 30% à aller le signaler auprès des plateformes. Donc en fait, il y a quand même un travail de fond à faire pour leur donner plus de compétences, pour mieux se protéger aussi en ligne. Donc ce cours, il vise à ça, il vise à renforcer les compétences, les connaissances des créateurs de contenu et aussi à créer plus de collaboration avec les journalistes, voilà, avec, on espère, les mêmes résultats à petite échelle de ce qu'on a fait dans le cadre de cette conférence à Santiago. Et ce cours est ouvert à tous, hein? C'est un cours qui est ouvert à tous et qui est gratuit. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Mais peut-être, donc, ces collaborations, elles existent déjà de manière concrète. Justine, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu as travaillé pour des youtubeurs? Quelle différence tu as trouvé avec ton métier de journaliste? Alors la nuance, c'est qu'en fait, certains youtubeurs ne se considèrent pas comme journalistes, on en a parlé, et ils n'ont pas forcément pour prétention et pour envie de devenir journalistes. Et du coup, ils font appel à des journalistes comme moi, mais c'est à leur bon vouloir de choisir de nous écouter ou non. Dans le sens où moi, j'interviens pour écrire le sujet, pour trouver les idées, et aussi pour mettre un holà par moment en disant ça, tu peux pas le mettre en termes de source, c'est pas béton du tout. Mais finalement, c'est quand même à eux de décider à la fin, parce que c'est pas un média, et parce que par moment, bon, bah, il y a certains petits trucs qui, on va dire, en termes de storytelling, vont mieux marcher, ce genre de choses. Donc ça, c'est la grosse nuance que j'ai le plus remarqué avec des médias traditionnels pour lesquels j'ai pu travailler. Et une nouvelle fois, c'est compliqué de faire une généralité parce que j'ai travaillé pour différents youtubeurs et chacun a sa patte, chacun a sa manière de voir les choses. Je vais avoir Hugo qui est considéré comme un média et Squeezie qui fait complètement du divertissement, mais qui est archi carré aussi sur les sources. Enfin, ça dépend complètement. Mais ce que je vois vraiment comme différence, c'est la manière dont on traite l'info. Est-ce qu'on traite l'info à but de divertissement et du coup, des fois, on fait le choix délibérément, parfois de prendre de la hauteur sur le sujet, quitte à, pour un journaliste en tout cas, des fois, ne pas être hyper technique et hyper précis et parfois un peu flouter l'info. Ou est-ce qu'au contraire, tu décides d'aller directement dans l'info brute et parfois tu manques un peu de vulgarisation. Donc c'est ce que j'ai le plus remarqué en tout cas. Merci. Alors là, c'est la fin. Euh, Donc, la question finale, comment vous imaginez l'information idéale dans 5 ans? Vous avez une seconde. Adeline, peut-être? Comment j'imagine? Moi, j'imagine surtout comment un écosystème d'information idéal d'ici à 5 ans serait pour moi un système où on sort un peu du chaos actuel où la plupart, quand même, la majorité des gens n'ont pas confiance en l'information. Et la majorité des gens, presque 60%, sont inquiets de la désinformation. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? Et je pense pas qu'il y ait vraiment des solutions miracles, mais parmi les solutions, en tout cas, il faut un soutien massif aux journalistes de qualité, indépendants, et former un maximum aussi les gens à pouvoir reconnaître qui sont les journalistes, quel est le travail de journaliste, et pouvoir les soutenir aussi largement. Merci. Jean? Écoute, c'est difficile. Moi, si j'émets un vœu, c'est que l'action Tesla s'effondre et Twitter est emporté dans la chute. Et ça va faire du bien à beaucoup de monde, déjà, pour commencer. Et blague à part, ouais, j'espère une information une information qui met mieux en avant le travail journalistique fait par des journalistes de métier. Qui met moins en avant les fausses informations, les informations non sourcées. J'aimerais bien un système d'algorithmie qui mette en avant les sources. On pourrait par exemple adjoindre une source à un tweet. Ce serait une bonne idée, ça. On pourrait, enfin voilà, imaginer des choses comme ça. Et puis j'imagine aussi une information qui est de plus en plus discutée, et c'est ce qu'on disait avec Samuel, effectivement, dans des espaces de discussion comme Twitch, mais aussi dans des commentaires YouTube, mais aussi que des médias plus traditionnels comme la télévision et la radio s'ouvrent encore plus à de nouvelles écritures, de nouvelles postures éditoriales, de nouveaux rapports au public, et que l'information soit plus horizontale, plus discutée. Et je pense qu'on y gagnera tous. Merci.
Je suis d'accord avec vous deux, hein. Moi, ce que je nous souhaite à tous, c'est lutter le plus possible contre la défiance, qui est de plus en plus importante, en tout cas, que nous, on ressent en tant que journaliste au quotidien, et avoir en effet une info qui est plus linéaire, où on peut comparer, essayer de prendre un petit peu de temps, même si évidemment, on n'a pas tous 3 heures pour lire Le Figaro, l'Huma, Libé et Le Monde. Mais en tout cas, essayer d'avoir aujourd'hui un peu moins de critiques entre les créateurs de contenu, entre les journalistes, qu'on puisse avoir des travaux en commun. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer, qu'on pourra toucher aussi un public plus nombreux, qu'on aura moins cette vision de la télé, la radio, la presse écrite comme des médias vieillissants et le reste réseaux sociaux, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui sont possibles entre les deux. Donc c'est surtout ça que je me souhaite. Merci. Donc j'aimerais pouvoir me téléporter dans 5 ans pour voir quel est devenu ce paysage, hein. Je note l'intérêt des médias traditionnels pour de nouvelles formes d'écriture, de communication. Le groupe France Télévisions, que je connais bien, a une grande et forte curiosité depuis des années, depuis très longtemps déjà, vers ces nouveaux tuyaux, voilà. En ayant le sentiment d'avoir quelque chose à apporter, mais clairement quelque chose de nouveau, hein. On peut pas prendre les anciens programmes et juste les déposer là, ça ne marche pas, il faut inventer de nouvelles écritures. Moi, je vois qu'un groupe comme France Télévisions, et il n'est pas le seul, il y a plein de médias traditionnels se posent la question. Après, c'est difficile d'inventer ces nouvelles écritures, c'est de trouver ces nouvelles incarnations, de voir ce qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un défi essentiel quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, quand on voit qu'une partie de la population montre que la notion de vérité n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, mais plutôt l'envie d'être réconforté, rassuré, emmener l'idée, guidée, et que j'ai le sentiment que même dans un pays comme les États-Unis, la notion de démocratie est en train de s'affaiblir. On dit toujours que ce qui arrive aux États-Unis finit par nous arriver un peu plus tard. En France, on voit des choses qui sont inquiétantes aussi comme ça, avec une partie importante de la population qui est désinformée au quotidien sans s'en rendre compte. Donc en fait, les sujets dont on parle, en fait, ils sont essentiels, pas seulement pour les journalistes, pas seulement pour les créateurs de contenu, mais pour même l'avenir de notre démocratie. Alors, je suis à la fois totalement excité par ça, c'est des défis incroyables, et en même temps un peu inquiet, parce que si on prend le mauvais chemin, on peut arriver à des résultats extrêmement inquiétants qui sont déjà à l'œuvre. Je parlais des États-Unis, mais dans d'autres pays d'Europe également. Donc j'aimerais bien pouvoir me projeter et voir si on a pris les bons chemins, ou si on s'est fourvoyé et qu'on arrive à des situations qui seraient potentiellement catastrophiques, quoi. Je finis sur une note très positive. Je suis très content. Voltaïr a hâte dans 5 ans de voir la revue de presse en 25 langues différentes animée par des IA de Samuel. C'est en développement. C'est en développement. Je suis sûr que l'IA sera moins souriante. Ça va pas pareil.